fois par mois, le SEM et le Tetris accueillent 2 artistes pour un temps de discussion et de bavardage autour de la question d'être un ou une artiste, de leur parcours et recueillir plusieurs témoignages, ainsi que les questions du public. Plus d'informations sur le site letetris.fr. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette première édition de Bavardage. C'est un nouveau rendez-vous entre le SEM et le Tetris. Une fois par mois, on se retrouve pour ouvrir un espace de dialogue où les artistes viennent partager leur parcours, leurs détours, leurs moments de doute comme leurs victoires. Bref, tout ce qui fait la vie créative telle qu'on la vit et pas seulement telle qu'on la raconte. Pour cette grande première, on a la chance et le grand plaisir d'accueillir 2 artistes aux trajectoires très différentes, mais aussi tout aussi passionnante. Alors d'un côté, Matic, alias The Ghost in the Machine, originaire de Caroline du Nord, figure du hip-hop depuis les années 90 et auteur, MC, compositeur, un artiste complet qui a traversé des scènes mythiques avant de s'installer en France et de développer autant ses projets musicaux que son travail autour de la voix off et de la radio. Et de l'autre, Marina Case, havraise, violoncelliste, compositrice, exploratrice musicale, mais aussi professionnelle de l'autre côté du rideau, qui coordonne, organise des projets culturels autour de la musique. Et ce soir, ils vont croiser leurs histoires, leurs visions, leurs chemins parfois parallèles, parfois opposés, pour un moment d'échange libre avec vous. Et cette première soirée nous est proposée donc ici au SEM dans le Tube, avec un public venu nombreux pour cette première. La parole sera donc... et chaud aussi. Un micro ira donc se balader ensuite pour les échanges. Bonsoir à vous deux, tout d'abord bien installés pour cette toute première. Bonsoir. Hello. Hello. Ah oui, important de le préciser, Matic étant nord-américain, on passera peut-être parfois par l'anglais pour une meilleure compréhension des questions et je ferai au mieux pour traduire. Alors pour commencer, j'avais envie de vous poser une question autour de la musique, de la création et le lien musical. Je voulais savoir si, quand je vous parle de tout ça, est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose qui vous vient à l'esprit, peut-être un concert, un moment marquant, quelque chose qui vous lie à la musique? Un concert, un moment marquant, il y en a plusieurs. Je dirais d'avoir pu jouer dans le même festival que Björk. Un moment marquant, ouais. Solide. Ouais. Souvenir. Musique. Something. LL Cool J. LL Cool J. J'écoute LL Cool J et après, c'est tout. C'est fini pour moi. C'est fini. It's love from that. À quoi ressemblait votre entrée dans la musique? On en a beaucoup discuté avec Marina en préparant ce sujet. À l'époque, il n'y avait pas autant de dispositifs que maintenant. On met en place ce soir Bavardage pour la première fois. On est accueilli par le SEM, il y a aussi le Tetris, les SMAC. Comment ça se passait à l'époque, sans accompagnement et quand on apprenait un peu sur le tas? Tu peux me ramener un peu à cette époque où il y avait moins de dispositifs? Oui, alors il y en avait un petit peu, mais moi personnellement à l'époque je ne les connaissais pas. Il y avait forcément... alors quand je parle de ça par rapport à moi, à ma période, là où j'ai commencé à faire de la musique concrètement, c'était vers les années 99, un truc comme ça. Et en fait, on n'avait pas connaissance, en fait, il n'y avait pas vraiment de dispositif d'accompagnement, comme ça peut l'être maintenant. Donc clairement, c'était jouer, faire de la musique, faire des concerts. C'était le seul moyen de pouvoir rencontrer d'autres musiciens. Et de créer une communauté. Maintenant, on est dans autre chose. En fait, on a accès aussi à Internet. Il n'y avait pas Internet. Voilà. Enfin, si, il y avait, mais c'était pas pas du tout la même époque. Donc, en fait, on n'avait pas le même accès aux choses et la même connaissance de comment monter un projet artistique. Matic, I'm also thinking about radio because you've been working with a lot of radio. It was different at the time. Back in the days, it wasn't with streaming. You had to send CDs. What do you remember about those days when internet wasn't there and you didn't have a lot of ways to go through music and be known? If my English is well, it makes sense. I take my time when I answer a question.
you had to work for it. You had to earn the moment to. Les gens comprennent anglais? Oui, un petit peu. Je traduirai un petit peu après. Ouais. Désolé. You had to work for it. I think now with a very high scale of high-tech technology going on, it's making everything kind of like McDonald's, where it's fast, it's right there for you, and even though it's good, it kills the joy of being able to find something, physically find something, like look through something, not click through something, but actually look through something and look at it, feel it, read it, understand like everything that's going inside of it before you even listen to it. So that's what I miss. And I accept where we are now completely, but you know, you really felt something when you found something. You come home and you say, "Look at what I found," you know. I find so. Pour Mathik, j'ai un peu plus ciblé la question sur le fait de la radio, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé en radio, d'ailleurs qui propose une émission sur Westrack. Tu le disais, en fait, Internet à l'époque n'existait pas. Nous, en radio, on reçoit des liens qui nous disent « Oh, c'est super, newsletter, tel album vient de sortir », alors qu'à l'époque, et c'est ce que dit Mathik, il fallait aller chercher. Il y avait aussi le toucher, le fait de sortir quelque chose d'un bac et de voir visuellement l'album. Quand on a un lien de streaming, on ne voit pas toujours la pochette de l'album, donc il n'y a pas ce côté touché. Il compare ça un peu au McDo, en fait, où maintenant tout est rapide, et il dit qu'il accepte ça, mais ça lui manque en fait ce côté touché physique qui était différent à l'époque. Vous avez tous les deux un parcours riche avec plein de virages. À quel moment vous avez réalisé que vous êtes un ou une artiste pour de vrai, et pour vous, qu'est-ce que ça fait d'être un artiste? Qu'est-ce que c'est être un artiste? Est-ce que c'est la sortie d'un album? Est-ce que c'est le premier concert? Marina, je sais que tu avais vraiment envie qu'on parle de ça ce soir, cette question de professionnel et de cette étiquette d'artiste. Pour ma part, je sais pas si j'ai vraiment comment dire, vraiment mis le mot artiste sur ce que je fais. Je fais de la musique, on fait de la musique, on fait des morceaux, mais je me suis jamais dit je veux être artiste ou je souhaite être artiste. Il y a des rencontres qui sont intervenues à des moments, qui ont été clés, qui ont permis d'ouvrir des portes, qui m'ont permis d'avoir accès à des choses un parcours que j'imaginais pas, en fait. Voilà. Mais j'ai jamais, ce mot clairement, résonne pas plus que ça. Je pense que, en fait, ce qui me parle plus, ça va être, j'ai toujours eu envie de faire plusieurs choses. J'ai jamais eu le focus sur une chose particulière. Et ça a été l'addition de différentes expériences qui m'amènent maintenant à faire, d'avoir ce parcours-là, mais j'ai pas fait le focus sur l'artistique. Et peut-être que c'est parce que j'ai pas fait le focus dessus que j'ai eu accès à des choses. Peut-être par moins de stress et moins de, de moins chercher, finalement, on a accès peut-être plus facilement à. En tout cas, on s'en rend pas compte, donc on y accède. On va parler tout à l'heure justement de la polyvalence. Dans votre présentation, on sent bien que vous avez plein de casquettes, que vous faites plein de choses. I was asking Marina about being an artist, because when we met before, we talked about it. What is an artist, and what does it mean to be an artist? Is it the first concert or the first album, or is it a way of being? What do you think? Yeah, it has nothing to do with none of that for me. Not being first concert, not first album. It's cool, but I don't care about that. It's about the actual work, the process. That's the most rewarding thing to me. It's not about validation. It's not about, let's put this out to the public and the public hear this. I mean, that's cool if you have the availability and the drive and the opportunity to do these things. But for me, it's the process.
I can't even say it's being an artist. It's being something that words doesn't define. It's a happening, and you're able to manifest it. So that's always what's been important to me. Everything else, the reward, doing tours, it's great, but it doesn't give me the same satisfaction of actually sitting in a studio and putting the work in. That's an artist for me. Ça n'a rien à voir avec les sorties d'albums, les concerts. Le fait d'être un artiste, c'est plutôt être au studio. Il utilise un peu le terme happening, c'est-à-dire qu'on ne va pas compter en termes de récompense et ça ne peut pas se calculer. En fait, le fait d'être un artiste, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste, je pense, qui se ressent et qu'on ne peut pas vraiment calculer par le nombre d'albums ou par le nombre de concerts. La polyvalence, c'est devenu quelque chose d'indispensable aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi, ton parcours. On l'a dit, hein, tu es violoncelliste, compositrice, et puis tu as aussi cette casquette différente d'être derrière dans les coulisses et d'organiser des événements autour de la musique. Comment ça s'est imposé à toi dans ton parcours? Est-ce que c'était un choix ou une nécessité? On m'a toujours dit ne mets pas tous les œufs dans le même panier. C'est resté dans ma tête. Donc, j'ai fait de la musique. Bon, j'ai appris le violoncelle, donc forcément, on apprend le violoncelle dans des écoles de musique. J'ai commencé comme ça, mais sans vouloir vraiment. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je sais que je voulais travailler dans la musique. Il se trouve que, comme c'était l'endroit où j'étais le plus à l'aise, j'ai décidé d'aller plutôt dans ces chemins-là dans mes études. Je suis allée d'abord en fac de musicaux à Rouen et ça me plaisait, mais voilà, je ne me retrouvais pas complètement. Et puis donc je faisais de la musique et puis clairement, moi, ce qui m'a inspirée, en fait, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. C'est un jour chez moi, étudiante, j'ai vu un documentaire sur F Communication qui passait sur la 5e, c'était pas encore France 5. Donc c'était il y a longtemps, mais c'était l'après-midi. Et en fait, j'ai découvert plein de métiers que je ne connaissais pas, associés à la musique. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant. Donc j'ai commencé à chercher comment je pouvais accéder à ça et comment je pouvais faire des études là-dedans. Et j'ai fait des études dans l'organisation, la conception de projets, etc., tout en continuant la musique. Et finalement, c'est l'association des deux et cette polyvalence qui m'a amenée à avoir une expérience musicale riche. Une expérience musicale riche et puis le fait d'être de l'autre côté de l'organisation, j'imagine que ça t'apporte aussi beaucoup. Une meilleure connaissance du métier de manière globale. Après, comme je le disais, ça vient avec le temps, l'expérience et puis l'âge aussi, parce qu'en démarrant, comme je le disais tout à l'heure, même si en ayant fait des études sur l'organisation d'événements, la conception de projets, finalement, au démarrage, j'avais une très mauvaise connaissance de comment se structurer en tant qu'artiste. Je ne savais même pas vraiment comment... je savais les grandes lignes, mais pas vraiment. Et c'est avec le temps, sur le tas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'on apprend. Et voilà... Tu disais se structurer en tant qu'artiste. Tu peux m'expliquer un peu plus ce que tu entends par là? C'est-à-dire être en capacité de développer un projet, c'est-à-dire d'arriver avec une proposition artistique, mais autour de pouvoir mettre une méthode pour pouvoir le rendre accessible au public. Donc c'est trouver les bons partenaires, peut-être trouver des financements pour pouvoir faire... enregistrer son disque, le mixer, le masteriser, voilà, c'est tout ça. C'est comment le structurer, quels sont les partenaires, quels sont les labels, quels sont les tourneurs, voilà. Maintenant, c'est un peu différent. Enfin, là, je ne suis plus dans cette démarche-là, moi, personnellement.
Mais à l'époque, au moment où j'ai commencé, fin des années 90, début 2000, c'était encore très marqué, cette structuration qui passe par le disque, qui passe par la radio, beaucoup. C'était d'abord le numéro 1, c'était la radio. Et puis ensuite, chercher un tourneur, faire des concerts, etc. C'était beaucoup plus marqué. Maintenant, c'est toujours la même chose, bien sûr. Mais le digital a quand même, c'est ce que disait Daryl, en fait, tout va plus vite. Donc ça a quand même perturbé, ça a changé la manière de faire et ça a changé la manière aussi de créer. C'est-à-dire qu'il faut créer plus vite. Il faut se renouveler beaucoup plus vite. C'est super difficile d'être toujours hyper créatif et d'avoir plein d'idées. Donc, toujours être dans la productivité. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur la question de l'artiste, en fait. J'ai bien compris que pour Daryl, la question, c'est surtout de kiffer, je pense, ce qu'on fait. Quand on est toujours dans cette productivité pour être sur les plateformes de streaming, l'envoyer aux radios, l'envoyer au label, se faire repérer, trouver une salle de concert, est-ce que ça enlève pas un peu l'essence même du truc, quoi? Alors, je sais pas si je suis là. Oui, peut-être. Après, moi, de notre expérience, on n'a pas. En fait, on n'a pas. C'est une étape d'après. Le streaming, c'était l'étape d'après qui s'impose à toutes et tous. Et c'est comme ça. C'est le nouveau modèle. Mais c'est le modèle. Mais à l'époque, on était quand j'ai commencé et qu'il fallait se faire connaître, on était dans un autre process. On produisait encore un EP. La première chose, c'était de passer en radio. Donc, il fallait démarcher toutes les radios. Ça se fait encore, hein, mais on était et il y avait. En tout cas, je pense que le fait qu'il n'y ait pas l'impact du digital comme maintenant, on était peut-être moins nombreux. Maintenant, tous les jours, il y a un truc super qui sort et se faire connaître là-dedans, c'est un peu la jungle, quoi. C'est plus difficile. Pour cet échange, on a la chance de vous avoir tous les deux et deux expériences très différentes, puisque toi, tu viens du Havre, si je ne me trompe pas, tu es une locale, et puis bien sûr Mathik qui vient de Caroline du Nord. C'est une autre vision, c'est un autre pays, une autre manière de fonctionner aussi. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte, le fait d'être sur ce territoire que tu connais bien et que tu as pu pratiquer pendant des années? D'un point de vue artistique, d'un point de vue montage de projet. Ouais, artistique. En fait, ce qui m'a permis de voyager, de faire des choses dans la musique, c'est que tous les deux, hein, on a participé à un projet musical qui s'appelle Wax Taylor, qui est basé en Normandie, qui lui vient de Vernon. Mais finalement, le projet, il a été très soutenu en Normandie à son démarrage. Le premier concert était fait grâce à la programmation de Jean-Christophe Applincourt au Rock dans tous ses états. À l'époque, il y avait quand même des dispositifs d'accompagnement parce que le Wax Taylor a bénéficié d'un dispositif d'accompagnement. Et finalement, assez vite, après, ça a été... On a participé à quelques concerts au niveau local, mais très vite, après, ça a été détourné hors Normandie, à l'extérieur de la Normandie. Donc, j'ai joué au Havre un petit peu, mais peut-être moins que certaines personnes ici. En dehors de ce projet, en tout cas, c'est quand même ton terrain de jeu parce que tu travailles au SEM et donc finalement tu es de l'autre côté, tu accompagnes les artistes qui jouent ici. Il y a quand même cette présence havraise et cette importance du terrain ici au Fort de Tourneville. C'est quand même pas rien au Havre. Alors, au SEM, je suis responsable de l'action culturelle et du développement des publics. Et effectivement, du coup, il y a une mission d'accompagnement des artistes à travers la répétition. Et c'est très important d'avoir des endroits où se retrouver pour les artistes.
Donc voilà, c'est vrai que le fort de Tourneville, avec le SEM, le Tetris, est devenu en fait un endroit important de référence pour que les artistes puissent se rencontrer, puissent répéter, jouer également. Et puis en même temps, on a des artistes qui sont de plus en plus en solo, individuels, qui peuvent faire les choses chez eux. Produire de la musique chez eux, ne pas forcément avoir besoin d'un studio de répétition pour pouvoir jouer. Et donc c'est ce paradoxe maintenant d'un monde musical qui est mondialisé, c'est qu'on peut collaborer avec n'importe qui dans le monde assez facilement en envoyant un mail ou autre. Et même être inconnu dans sa ville. Et ça, il y a quand même pas mal de cas comme ça d'artistes qui sont inconnus sur leur territoire et qui pourtant ont des projets qui fonctionnent ailleurs. We were talking about the difference between Le Havre and where you're from. Can you talk about how it was when you started in your country, the difference maybe between France and the USA, and obviously how you view Le Havre, Le Fort de Tourneville, where we are right now, because we have two important music places in the fort, which is not something we're used to. So what are your thoughts on this, and maybe how it can shape an artist to have something about music very close to where you live? For example, we have Le SEM, where you can train with the musicians. Maybe that helps too when you are close to a place where you can just do your music and you don't have to drive somewhere else. I mean, well, there's a huge difference between living in France and living in the States. I like to view it like it's living in an altered world, that's where it's kind of the same but totally different. We didn't have music schools. We had either home, school, or the streets. And it was mainly in home and the streets where you really got to craft what it was that you felt you could do. So being here in a music school, like having the opportunity, thanks to Jean-Phi and Sandrine, is very, very interesting. Educational purposes of being able to teach young kids the real roots that have been a bit hidden now, because kids don't know. We knew because our parents were still delivering it to us. So we were able to understand the education of the past with music. And now you don't have that. And to be able to have this music school here in this city is very valuable. It's a very great job that's been done. And it's also being around artists who is no competition. There's no underlying motive. It's just, let's bring something nice to people who are interested or have a passion. I love living here in Le Havre. Is very nice, especially now that I'm able to explore and understand the city, because I toured for maybe 12 years consistent, nonstop. And I never got to experience the city because I'm a bit of an introvertee. So when I would come home, I would just stay in the flat, work on music, and then go back out on the road. It probably also hindered me with my French. But now I'm in a situation where je parle avec mon voisin,
Et c'est aide-moi pour mon français parce que oh, never mind. That was good. Au Havre, c'est un peu différent par rapport à sa ville d'origine parce que on parle beaucoup du fort de Tournoville ici, mais il faut dire que le SEM, le Tetris, ce sont deux lieux centrés dans un fort. Parfois, dans d'autres villes, on n'a qu'une seule SMAC, on n'en a pas. Bon, faut rouler, il faut pouvoir aller jusqu'à la ville suivante. Donc Daryl nous explique qu'à la maison, c'était plutôt soit on apprenait la musique dans la rue, soit justement à la maison. Donc il n'y avait pas de lieu comme ça où on pouvait pousser la porte et venir créer, rencontrer d'autres artistes. D'ailleurs, il salue avec un magnifique accent Jean-Phi et Sandrine leur travail ici au SEM, l'importance de pouvoir rencontrer d'autres artistes, de dialoguer, de pouvoir répéter, surtout pour les jeunes de maintenant, puisque à l'époque, à son époque, les parents pouvaient justement inculquer. Il parle de racines, alors qu'aujourd'hui, eh bien, les jeunes, ils ont justement accès à ces lieux et peut-être pas à des parents qui ont touché à la musique. Et puis, il nous a aussi parlé un petit peu de son amour pour Le Havre, qui est un lieu qu'il a appris à découvrir. Il nous explique que pendant près de 20 ans, il a fait des tournées. Et donc, c'était direct à la maison, on rentre, parce qu'il est un petit peu introverti. Et donc, beaucoup introverti, et que du coup on rentre à la maison après une tournée, ce qui peut se comprendre, et petit à petit il a l'occasion de sortir un peu plus, de parler à son voisin et de pouvoir rencontrer cette ville, ce Havre, qui je pense est un vivier pour les artistes. It was a long was it okay? Did I translate everything? C'est un peu sportif pour moi, il faut que je retienne en même temps, vous m'excuserez. On va parler justement de ce projet par lequel vous êtes passés tous les deux, et de l'ADN qui peut se transformer. On l'a bien compris, vous avez une longue expérience derrière vous, et donc certains projets peuvent parfois évoluer. Ma question, c'est quand ces projets grandissent, qu'ils sortent de notre petite ville, de notre région, qu'on part à l'international, comment est-ce qu'on garde l'ADN d'un projet quand il commence à prendre de l'ampleur ? C'est difficile. C'est difficile parce que là, je pense, c'est pour parler du projet Wax Taylor, ça a démarré à 2-3 personnes. Après, c'est un petit peu grossi. Et là, les dernières tournées, how many people the last tour you did? 14? 16. C'est les dernières tournées. Ouais. Voilà. Ils partaient à 18, les premiers concerts, on est 3 dans la voiture. Bon. Donc ça, c'est quand même très, très différent. Et forcément, l'évolution d'un projet, quand il évolue vite, là c'était notamment le cas, on n'a pas le temps de digérer ce qui se passe, de tout comprendre. On n'a pas le temps de se poser, de retravailler, d'être chez soi tranquille et juste le temps de comprendre ce qui se passe. Et donc, on vit le moment. C'est quand même une chance énorme d'avoir pu faire autant de concerts. Et j'ai envie de dire aussi facilement. Parce que ça a été du travail, mais ça a été... Enfin voilà, quand on entend quand même des témoignages d'artistes qui galèrent à trouver des dates, là on peut dire que c'est un projet qui s'est structuré vite et qui a été vite entouré par des professionnels, labels, tourneurs, et qui a eu accès par d'abord la première partie. C'est super important peut-être de le dire, c'est grâce à de nombreuses premières parties que le projet a pu... se faire connaître comme ça, parce que le projet Wax Taylor au tout début a très vite fait, je sais pas, peut-être 50, 40 premières parties d'un groupe qui était très très connu au début des années 2000, qui s'appelle Herbalizer, qui est un groupe ouais. Et du coup de jouer devant 2000, 3000 personnes tous les soirs, forcément au début, tu es un peu fébrile, mais au bout d'un moment, ça t'apporte quand même quelque chose, t'apprends. Et comme c'est tous les soirs, en fait, tu as le temps de te dire « Ok, je vais pas refaire l'erreur d'hier soir, ou je peux me corriger.
je peux apprendre. Et ça, c'est quand même du luxe. Parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'artistes qui n'ont pas accès à ça. Donc ça, c'est l'origine de ce projet-là, a permis ça. Et surtout, ça a permis, en tout cas pour ma part, de vraiment me positionner sur de la création. Là où avant, je le faisais, mais de manière complètement anarchique, parce que j'avais mon instrument de musique, j'avais pas d'ordinateur. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Enfin, voilà. Donc, je jouais sur des CD. Et je gardais les choses dans ma tête. Et à un moment donné, d'être dans un projet structuré où on apprend à s'enregistrer, les premiers enregistrements, je pense qu'ils sont un peu raides à réécouter, mais voilà, on apprend en fait. C'est tout ça en fait. On apprend ça et avec le temps, ça permet vraiment de quelque part se professionnaliser, enfin, si on peut utiliser ce mot-là. Mais ce projet a vraiment permis d'explorer le monde. Après, moi, j'ai beaucoup voyagé, mais Daryl en a fait encore plus. Le tour. Projects like that, with time, they grow. How do you keep the essence of what it was at first when you just start? Marina was talking like you can't record, you just don't have smartphones, and you start touring. And you learn each night how to get better. How do you keep this essence when you start traveling the world and it gets bigger? I think it's more about being present with who you are, completely respecting the situation, because it could be something else. You could be working on the docks. You could be working at McDonald's. You could be working in a cubicle. You're doing your passion. So it's always appreciation for that, which always brings out the best in you. But I don't know. You don't have a choice. If you're a real artist, you don't have a choice, because you're robbing yourself if you don't bring your best performance on stage. Why are you there? So I always keep that in hindsight, because at the end of the day, also, whenever I'm on stage, I'm not actually doing it for the crowd. I feel like I'm in my mom's living room, I don't see the crowd, and I see the crowd when I need to see the crowd. So it was always more of an active meditation, where you embody the performance and not just be, everywhere with it. You bring the crowd into your world. And that's always a nice feeling, when they can actually start feeling what you're doing and like it. You keep that feeling, and it always makes you have the best performance. And with the time that it goes, it just gets better. It's almost like a roller coaster. Like you have a start, it goes up, it gets to an apex, and then eventually it starts to go down, because it starts to become repetitive, and you get bored a bit, So I mean, I just had no choice. I had to do that, Et y a quelque chose que tu apprends sur le tas aussi, c'est l'endurance, de faire beaucoup de concerts. Faut avoir une certaine endurance quand même. Faut être finalement, au début, en fait, on ne sait pas ce que c'est, donc on est un peu foufou, quoi. On se laisse porter, on se couche tard, on fait n'importe quoi, en fait. Et le truc, c'est que quand tu fais ça 6 mois, tu tiens pas. En fait, au bout d'un moment, faut se cadrer et il faut tenir le truc. Pour moi, la chose qui a été le plus difficile sur l'enchaînement des tournées, c'est que c'est le paradoxe, c'est que quand tu fais des tournées, tu ne travailles plus, en réalité.
Et en fait, c'est ce que dit Daryl, c'est que tu es en train de faire ce que tu as fait le soir d'avant et le soir, tu répètes quelque chose. Et au bout d'un moment, au lieu de progresser, ça commence à retomber. Et il y a plein d'artistes, il y a eu plein de témoignages d'artistes qui ont fait des super grosses tournées, qui en fait finalement à la fin jouaient super mal en tournée parce que à force d'enchaîner, on n'est plus en capacité, on n'est pas reposé déjà, on est super fatigué, on n'a plus l'oreille. On reproduit un truc un peu automatique et ça c'est ce qui est difficile et voilà, si moi j'avais à refaire les tournées que j'ai pu faire, je les referais différemment avec du recul. À l'époque on s'enregistrait jamais, en fait ça paraît logique, tu joues le soir, t'enregistres à la console, tu réécoutes le lendemain, tu te dis ouais en fait là bon. Mais en fait à l'époque on savait même pas voilà, donc en fait c'est ça, c'est le truc d'enchaîner et de peut-être, en tout cas pour ma part, ce manque de préparation, ou tout du moins, quand je parlais tout à l'heure d'accompagnement, c'est un peu ça, peut-être le manque d'accompagnement de personnes avec de l'expérience ou qui sait le métier, qui peut te donner un peu les clés de ça, pour tenir et pour rester exigeant envers toi-même, mais aussi en capacité de faire les choses correctement. C'est ce que disait Daryl, c'est l'idée un peu des montagnes russes. On a un gros top, il y a un pic, et puis à un moment donné, ça redescend. Et il y a ce côté un peu ennuyant, un peu répétitif. Mais il nous disait aussi que voilà, quand on est sur scène, c'est son ressenti en tout cas, mais j'imagine que c'est peut-être le même pour toi, on voit pas le public. Et il nous disait, en fait, je vois le public que si j'ai envie de le voir. Et c'est un peu comme être dans le salon de ma maman, en fait. Je suis un peu à la maison, quoi. Ça te fait ça aussi, toi C'est quoi ta connexion au public ? Peut-être pas autant que Daryl. Je me suis pas jamais sentie dans le salon chez mes parents sur scène. Un grand salon. Voilà, parce que Daryl, lui, je pense qu'il a toujours, il a une âme vraiment artistique forte, et je pense que depuis très jeune, en fait, il fait des shows dans le salon de ses parents. Et s'est entraîné. Il disait que c'était comme une méditation. Ouais. Et du coup, il était prêt. Il a toujours été prêt. Et moi, du coup, j'ai jamais cru que je ferais ça, en fait. Donc, du coup, je me suis retrouvée là et mon souvenir le plus intense de concert, c'est un concert qu'on a fait à l'époque de Wax Taylor où ça commençait vraiment à grossir. C'était en 2007, où c'était Gare au Rock. Il y avait 10 000 personnes et on arrivait sur scène et tout tremblait. Mais ça fait peur. Et les premières notes, en fait, je devais jouer et j'entendais même pas, j'entendais rien. C'était complètement... Et pendant quelques instants, je pense qu'on était étourdis par ce truc-là, à se demander un peu où on est. Et c'est difficile, faut apprendre quand même à faire ça. C'est pas simple. Et en fait, à un moment donné, à la fin du concert, en débriefant, on s'est dit, mais en fait, quand on joue dans des endroits comme ça, il faut faire des gestes de géant, quoi. On était là en train de jouer avec mon... En fait, pour que les gens de tout au bout, tu les vois même pas, tu es obligé de faire des gestes de géant pour essayer de donner cette énergie, où là, tu es tout petit sur ta scène. Enfin, c'est une anecdote. Il y a ce côté un peu théâtral qu'il faut ajouter pour la mise en scène, en fait. Et il y a des gens qui l'ont naturellement. Je pense que Daryl est là, ce côté-là. Et après, sinon, ça s'apprend. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça s'améliore. En tout cas, au début de la question, Daryl disait cette importance quand même d'être reconnaissant de ce qui arrive. Il disait, si tu fais pas bien sur scène, en fait, à quoi ça sert d'être là ? Tu pourrais être sur les docks, tu pourrais être au McDo. Bon, tu as quand même une chance, c'est de te produire devant des personnes. Il y a cette pression quand même de se dire, j'ai réussi. Tu le disais, certains artistes ont du mal à avoir des dates. Il y a quand même cette pression de dire, il faut que je puisse avoir quand même... j'ai ma chance et prouver qu'on gère, quoi, qu'on est là et qu'on a notre place. Peut-être plus... oui. Plus simplement, moi, il y a une fois, mon grand-père m'a dit quelque chose qui est resté. Il m'a dit,
moi j'ai travaillé toute ma vie comme un con et on m'a jamais applaudi. Toi, tu as la chance d'être tous les soirs sur scène et les gens t'applaudissent. Et j'ai trouvé ça super vrai. En fait, il y a des gens qui vont travailler vraiment, mais comme des fous toute leur vie. Hein. Jamais une fois, on va leur... Et c'est plutôt ça, je pense qu'il faut avoir conscience de ça, de cette chance-là, de pouvoir faire ça. Après, effectivement, faire le meilleur qu'on peut, c'est toujours la base. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais des fois, quand on est pris dans le tourbillon, on n'est plus en capacité de faire correctement les choses parce que ça va trop vite et que le seul moyen de faire correctement les choses, c'est de pouvoir travailler. Et quand on n'a plus l'espace de travail parce qu'on est dans le tourbillon, dans les transports toute la journée et qu'on est fatigué, on n'a plus ces capacités-là. Donc voilà, c'est ce recul-là qu'il faut... Et peut-être des fois, et ça peut être difficile, mais peut-être des fois s'arrêter un peu pour prendre du recul et dire « Ok, je reprends ma place. » voilà. J'imagine que quand on tourne à travers le monde, qu'on est sur scène, tu le disais dans les transports, c'est une vie complètement décalée. On apprend aussi un peu sur l'humain, en dehors de juste la musique et du travail. De toute façon, c'est une aventure humaine, ça c'est sûr. Après, c'est sûr. En fait, on part toujours, je pense, de projets avec des gens avec qui on a des affinités artistiques, humaines. La complexité de la route, mais je pense que Daryl, lui, a pu mettre en place, en tout cas ça, plus tard. C'est la question de préserver son espace aussi. Quand on est 24 heures sur 24 avec des gens, au bout d'un moment, des fois aussi, on n'est plus dans la réalité. C'est difficile de ne plus avoir son espace, son cocon où on peut se ressourcer et d'être tout le temps avec des gens. Et ça, c'est la partie... en fait, forcément, l'aventure humaine est incroyable, mais en même temps, il faut être en capacité d'être avec des gens tout le temps. Et voilà, c'est pas forcément toujours évident. Et des gens avec qui on travaille. Et avec des gens avec qui on travaille. Et souvent, on n'a pas conscience, en tout cas au départ, que c'est un travail. Et c'est bien la problématique. Je pense que si, dès le départ, on était conscient, en tout cas moi pour ma part, si j'avais pris ce que je faisais comme un travail, peut-être qu'il y aurait eu moins d'implicite, que les choses auraient été dites plus clairement dès le début et que ça se serait mieux passé dans le temps. Et souvent, dans les projets artistiques, on ne veut pas en parler parce que y a une forme de connexion sans parler, on se comprend, on fait de la musique ensemble, c'est trop bien. Et en fait, on ne va pas dire les choses, on va pas... pour ne pas heurter souvent, hein, c'est pas de mauvaise foi, mais vouloir aborder certains sujets, mais en fait, oui, il faut parler. C'est ce que je dis, moi, de mon expérience, c'est ce que je dirais sur un projet artistique, dès le début, il ne faut pas se dire, on est dans une famille, on est tous pareils. Hein. Non, on est dans un projet artistique. C'est un projet qui peut devenir professionnel. Donc, dès le départ, il faut poser des bases saines, dire les choses, être clair, pour que chacun puisse avoir son rôle, sa place et savoir quoi faire. Au bout d'un moment, quand on n'a pas ça, en fait, ça devient le bordel. Et l'affect se mêle à tout ça et ça crée des difficultés humaines, justement. C'est toute la complexité d'être avec des gens tout le temps. We were wondering about touring, being with people all the time, and it's people you work with. So Marina was saying you have a lot of experience about it, and maybe keep your own space because you're touring, you're going into many cities, and you're always with the same people who are your colleagues, if I may say. How do you keep your own space in that term of being all the time with people, but it's not your family, it's people you work with? I made my own space.
when I first came to the group, it was a group. It was everybody followed Wax Taylor, but not me. I didn't do it. And I became the enemy in the tour because when everybody was like, yeah, let's go here, let's go there, I'm not hanging. I'm not going with you because I just been on the airplane with you. I just been in the tour bus with you. I just been in the train with you. I want some time to myself. I have to have some time to myself. So by the time we got to being in a tour bus with 17 to 18 people, I hated it. I didn't like it. You know, maybe if I was 22 or 25 and no wife, no kids, yeah, this is great. You know, like let's do it. But by that time I was kind of like, it was like a cemetery on wheels. It was you just slept on it, and then you had to find your space. I do appreciate having the experience, but if I had to do it again, no, I wouldn't do it again. So I mean, no. And it's difficult to be around people. We have our days, and we have to understand maybe this person is tired, maybe this person is having problems at home, maybe this person, whatever the reason, but you still have to resonate with each other. You still have to get along with each other. And sometimes that was even more harder because when you're on the road, you get to understand who a person is. You get to understand what's going on with people. And when you realize they're not the type of people that you would, I don't know, I'm not going to go to a football game and drink a beer and have some nachos with this person. I wouldn't do it. So then it becomes a little bit even more job. You know, it's a job. It just becomes a job. And sometimes when you're doing your passion, if you're going to work a job, you might as well work. If you're doing your passion, it shouldn't feel like work. It should feel like play. And in actuality, everything you do, you should kind of make it play because it takes the seriousness from it. Pastor Cohen say, never mind. When it's when it's really serious, you can get the job done, but you can break the bond because it's too serious. And I don't know. That's just my experience with it. So you wouldn't tour again, or No. you would do it differently by keeping more your own space? No, it's done. No bang bed, anything? Traveling? No. It's done. Yeah, no more touring. Because for me, I've done it. Like every level that I could do it on, I've done it, and I prefer not to keep going. Why? What am I proving? That I would rather step away from the game than the game step away from me, if you understand what I mean. You know, like I leave on my terms, not, we decide to replace you, or now it's horrible, it's not good. I like to leave on top of my game, and that's it. La tournée, c'est compliqué. Il faut réussir à trouver son propre espace, surtout quand on imagine qu'on est dans l'avion avec 18 personnes avec qui on travaille. Alors, il y a cette idée de, maintenant, on va aller visiter ensemble, on va aller au resto, on va aller faire ci et ça. Et justement, Daryl, sa protection, c'était de se dire, non, j'ai passé du temps dans l'avion, j'étais avec vous, je vais aller un petit peu dans ma chambre... justement prendre un peu de time off et être un peu tout seul, et c'est ça la protection. Il utilise le terme de cercueil sur roue pour parler de ces bus de tour. Je trouve que c'est assez intéressant parce que oui, il faut imaginer, on est dedans, on dort dedans à côté de nos collègues, donc c'est vraiment pas facile.
Et puis il explique aussi qu'il y a cette idée qu'il faut partir quand on en a envie, en fait, avant que les choses deviennent compliquées aussi. Et c'est aussi l'humain, hein, quand on est avec des collègues H24, on découvre aussi qui ils sont. Voilà, c'est un peu comme quand on vit avec sa famille. Mais là, on découvre les défauts de nos collègues. Donc c'est peut-être pas des personnes avec qui on a envie d'aller voir un match de foot ou manger des nachos. Et donc, on se rend compte que finalement, ces personnes sont sympa à travailler, mais qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir une connexion plus, mais malheureusement, on est un peu obligé par la proximité. Et donc, il a fait ça quand il avait 22 ans, 25 ans, mais aujourd'hui, c'est fini. Il ne referait plus retourner dans un tourbus. Tout ça, c'est derrière lui. Je sais qu'on avait aussi envie de parler beaucoup de la transmission. On parlait tout à l'heure du double casquette, quadruple casquette dans vos cas, parce que vous faites énormément de choses à côté. Toi, tu es en contact quand même avec des artistes dans le cadre des actions culturelles, des artistes qui viennent aussi transmettre peut-être à des plus jeunes. Comment est-ce qu'on transmet cette expérience ? Alors là, c'est l'occasion d'échanger, mais en effet, pendant que vous parliez de la tournée tout à l'heure, je me disais, il y a aussi des personnes qui sont... Si je posais les mêmes questions, peut-être que j'aurais pas les mêmes réponses, parce que voilà, ils sont dans le début de leur carrière, l'excitation de se dire, un peu comme vous, je vais aller tourner, je vais aller faire des disques, il faut aller faire un maximum pour pouvoir justement faire en sorte que le projet puisse décoller. Toi, comment est-ce que tu transmets ton expérience justement dans l'idée de dire voilà, tu fais toi ton chemin, mais sache que moi je l'ai ressenti comme ça et peut-être que tu peux apprendre. Je me repositionne comme quand on est enfant et que on découvre quelque chose. En fait, c'est clairement c'est à chaque fois la base des projets d'action culturelle sur lesquels on peut travailler au SEM. Moi, quand je me positionne, je me dis, OK, quand j'étais enfant, il y a des choses qui nous ont fait rêver. Il y a des rencontres artistiques qui nous ont fait rêver. Des fois, ça peut être à l'école, d'avoir rencontré des artistes, ça peut être dans d'autres milieux, en apprenant la musique ou ailleurs, mais il y a toujours des choses qui nous ont construites. Sur le moment, quand on est enfant, on ne le sait pas. Quand on est ado, on ne le sait pas. Des fois, ça peut nous gonfler un peu. C'est nul, j'aime pas. Bref. Il y a ce genre de réflexion. Mais finalement, en fait, avec le temps, ça fait son chemin. Et c'est souvent plus tard qu'on se rencontre. Alors, c'est pas forcément le cas parce qu'on a des sourires tout le temps. Des enfants à qui on propose des actions culturelles, c'est quotidien. Mais il y a aussi... en tout cas, moi, je sais que l'inspiration d'autres, ça a permis de construire et ça m'a permis d'avoir accès à des choses. C'est en voulant faire comme que finalement, à un moment donné, on apprend. On apprend à le faire, souvent un peu tout seul, mais voilà. Et quand en fait on a acquéri cette expérience, c'est en vieillissant, je pense, aussi en ayant des enfants. Je pense que c'est une question de timing. En tout cas pour moi. Parce que j'avais pas, il y a 15 ans, j'avais pas du tout la même compréhension ou vision de ce que pouvait apporter l'action culturelle. Mais avec l'expérience, maintenant, je le vois différemment. Et je vois ce que ça peut apporter. Et voilà, donc voilà, c'est juste il y a des phases dans la vie. Et il y a des moments où on expérimente des choses, on fait des choses à un moment donné. Oui, dans la vingtaine, entre 20 et 35 ans, on va absolument faire des disques, faire des tournées. Il y a des étapes. Et puis, à un moment donné, tu as grandi, tu as évolué, tu as appris d'autres choses. Et puis là, tu as envie de faire autre chose. Et souvent, la transmission vient, en tout cas... je pense, pour moi, elle est plutôt venue à ce moment-là et je pense que... Daryl, toi, teaching. Ouais. Enfin, je sais pas, je pose la question. Mais vas-y. Vas-y. We were talking about... if I asked the same questions about
albums and touring to a young artist, maybe they would react differently because they don't have the same experience as you. They're starting, so they get really excited. How I was asking Marina, but you can give another answer about teaching. How would you give feedback about your experience to tell them, like, you do you, but this is my experience and this is what maybe you said if I had to go back I wouldn't do it. Maybe give back a feedback to explain how you felt and your experience, how it built who you are. What I meant was I wouldn't do it anymore. I appreciate my experience on tour because it was my job. It brought me around the world to see places I never imagined to see, to perform in venues that I didn't even know existed, or to meet all of my heroes. Like, I've met basically all of my heroes from touring. Exceptional experience, and also it brought me here to be in France, to make a family. Je suis propriétaire, you know. Bientôt français aussi. But, you know, like, I think right now the mission that I would like to teach young people is don't forget why you do this. And make sure that the reason is you don't know if it's the good reason or the bad reason, but most people are doing music right now because they want the numbers. They want the attention. They want all of the rewards, and no matter how the process is to get in there. And the sad thing about it is everybody that I've met or seen, when you really sit down and talk to them, they're not happy. You do what you love. You have your community. You have whatever that is bringing a consistency to the job that you're doing, and you're not happy. And then sometimes you're not making other people happy. What I always sit and say is the rewards make a mess. The reward is actually the process. I always go back, and it's what I would love to teach young people, is always allow the process to aim and direct you to exactly where you need to go. Because sometimes you make the aim, you make the decision, you say, yeah, you know, like, I want people to hear my music. I want to perform my music in front of these people. And then when you get lost in it, then the process starts to become watered down, which means not as potent as it was. It's about keeping what you've earned. You know, it's like a rich person who gains wealth, money, valuables, and then it's like, well, I got to keep it. You know, like now I have to keep it, and I have to do anything to keep it. And this is where you lose your creativity. This is where you lose your freedom, your independence, and you become a slave to the system that is designed to give you a short time of profit, but a long time of profit for itself. And so, you know, like, I always would like to tell you, can do anything with this art if it's chosen from you, for you, by the universe. If the universe gives you this gift, this talent, it's not necessary to feel like everybody's got to hear this. You know, like, they got to hear it. Everybody got to hear it. You know, you're hearing it, and the creation will bring the ears to you. You know, and I speak that too because je suis âgé, and so I've been through the experience to speak it. But at the same time, I've always been this person. You know, like
touring, whatever I've did that was quote unquote successful, it brought me back to who I was. It always kept me based on who I really am. And I'm so happy to be able to return to who I am, you know, like I don't have to hide it anymore. I don't have to play the game anymore. So, you know, I just tell young people, be careful about playing the game and just always understand and know why you're doing this, you know. L'importance de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce que c'est pour les bonnes raisons, est-ce que c'est parce que j'ai envie qu'on entende absolument ma musique. Daryl parle d'un don en fait qu'on reçoit de l'univers et qu'il faut bien utiliser, et cette question de transmettre justement aux jeunes pourquoi est-ce que tu fais ça, est-ce que tu te perds pas justement dans le système, d'avoir des vues, des gens qui t'écoutent alors que peut-être c'est pas l'essence même de ce que tu as envie de faire. It's not really what you're not supposed to just want people to hear your music, but mostly to give back what you have, what you can do. If you have the opportunity, of course, but don't let it be. Avec le micro, c'est mieux. If you have the opportunity, of course, try it. You know, you never know unless you try it, but don't lose yourself in the opportunity. Ne pas se perdre. Yeah, and don't make that the end all. The end game, you know, like or like it has to happen, you know, like because then you're gonna suffer, and you know, like you already got enough things to suffer about, you know, like so it's just wasted energy sometimes. That's how I see it, you know. C'est un peu gâcher son énergie. Et puis Daryl disait aussi, on a la chance de faire quelque chose qui est une passion, mais est-ce qu'on est vraiment heureux? Parfois on demande aux gens, c'est super, tu fais de la musique, c'est ta passion. Maintenant, est-ce que tu es heureux? Bon, parfois on répond non, et puis les gens autour de nous, ne sont peut-être pas heureux non plus, et donc justement se perdre dans cet idéal de faire de la musique pour et de pas garder cette essence même de l'amour de la musique. I think I translated like 10% of it because I didn't remember everything. I'm sorry. On a encore un petit peu de temps et on voulait parler aussi de la maternité, du fait d'être parent. Tout à l'heure, Daryl nous disait, voilà, je faisais des tournées, mais j'avais pas d'enfants, j'avais pas de famille. Marina, toi, tu es maman. Quand on est artiste, qu'on part en tournée, mais qu'on a aussi envie d'avoir une vie personnelle, comment est-ce qu'on balance les deux? Comment est-ce qu'on équilibre? Ouais. En fait, j'ai envie de dire, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas été. Je m'étais imaginé ce que je ferais et ce qui n'est pas du tout arrivé. En fait, une fois que, pour redonner quelques éléments de contexte, j'ai participé au projet Wax Taylor jusqu'en 2009. Après, ça s'est arrêté. Et j'ai jamais fait autant de musique après. C'est-à-dire qu'en ayant eu cette porte ouverte, ça m'a permis de faire par moi-même, d'apprendre par moi-même, de produire des choses. Et j'ai passé 6 ans à faire vraiment beaucoup de musique. Après, je suis tombée enceinte et je suis restée dans cette idée que c'était possible de faire pareil, que j'emmènerais mon enfant partout, que c'était bon, qu'il n'y avait pas de problème. Ok. La réalité est un petit peu différente. Donc après, il a fallu faire avec ça. En plus, notre enfant, il a des particularités, donc il ne supportait pas le son du violoncelle, c'était impossible. Donc pendant, je pense, 4 ans, il est resté dans sa boîte. L'instrument, je ne pouvais pas le sortir quand il était là, sauf que quand il n'était pas là, je n'étais pas à la maison non plus parce que je travaillais. Donc du coup, il y a eu forcément une... Je dirais qu'il y a une période, mais on vit, la vie, c'est que des étapes. Et puis, voilà. Je suis dans une période où, forcément, j'ai dû accepter de faire beaucoup moins de musique. C'est pas évident parce que la musique, c'est comme le sport. Moins on en fait, plus il faut
derrière retravailler pour que ce soit correct. Et voilà, ce qu'il a fallu accepter, c'est ça, c'est que du coup, de ne plus être dans cette période hyper productive où j'avais du temps, où je pouvais me coucher tard, je m'en fichais. Et je faisais beaucoup de choses. Là, maintenant, tout est timé. Et effectivement, je me rends compte que y a certaines choses, des automatismes, il faut que je les retrouve. OK, puis le son que je voulais faire, voilà, c'est plus long. Mais je sais que c'est une passe, puisque les enfants grandissent. Et que, voilà, et que c'est tout. Et d'avoir aussi ce parcours... Là, ce double parcours de mettre au même niveau la musique, la conception de projet, le travail dans des structures culturelles, de travailler au SEM. Le SEM m'a vachement ramené en fait à la musique finalement, parce que du coup, on construit des projets principalement pour des enfants, pas que, mais sur l'action culturelle principalement. En fait, ça redonne quelque chose pas d'innocent, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a un côté un peu comme ça où ça redonne du peps et finalement on retrouve l'essence, les racines qui sont un peu perdues par le fait de ne pas faire assez de musique ces dernières années. Donc voilà, donc ça revient doucement et c'est comme ça et c'est la vie. Enfin, voilà. We were touching on a bit about being a parent or having a family when you're an artist or doing music. Marina was explaining the hardship of thinking you can, so in her case, be a mother and still do music the same. You said when I was 22, I was 25, it was okay because I didn't have a family. When you get older, do you change the thoughts on how much music can take time on your personal space? No. For me, it's a bit different. It's what I do. It's because I can't stop doing it. I do it it's for my health. You know, like I have to get what's going on in my head outside in a creative way. And I choose to do it in sound. And our son, he amplified that for me because he's crazy. He's, you know, in a good way. And so he reopened the door of, you know, like, excuse me, Mom, I don't give a fuck what nobody thinks, you know, like, so he fuels me. He's my petrol, my gasoline. I make more music now, and it's all off of him. Like, he is my creative source. I watch him. I don't judge him. I love him. And it goes into my music. So when you meet my son, you can instantly see that he's very different. And it makes my music even more very different. So, you know, like, I'm just going out here. I'm just traveling space. So. Alors non, pour lui justement, c'est important de continuer à créer de la musique pour sa santé mentale, sortir ce qu'il a dans sa tête d'une manière musicale. Et il nous dit que son fils est un peu fou et que justement c'est un peu sa muse, son énergie justement qui lui donne envie de créer. Il y a un dialogue qui se crée en eux et qui justement permet de continuer à créer, de continuer à développer ensemble quelque chose d'artistique. Et il y a ce côté un peu j'en ai rien à foutre en fait et justement je me pose pas la question grâce à ce petit, comment est-ce qu'il s'appelle ? Hayden, grâce à Hayden qui justement donne cette force de créer, de ne pas se poser la question et de faire sauter un petit peu les barrières. Est-ce qu'il y avait encore un sujet dont vous vouliez qu'on parle, quelque chose qu'on n'a pas pu développer au maximum ou... Non ? Je sais pas. Pas de frustration particulière. Eh ben, merci beaucoup pour votre temps. Merci Marina et Mathik pour cet tout premier échange. Donc merci d'avoir pu tester avec nous. On va maintenant laisser la parole
au public qui a peut-être des questions, des réactions suite à ce petit bavardage. Sur Westrack, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir été avec nous. C'était la première édition de Bavardage. On se retrouve dans un mois. Ce sera au SEM pour le prochain rendez-vous, le 20 janvier à 19h. Et bien sûr, c'est entièrement gratuit. Chacun de ces échanges sera d'ailleurs enregistré et diffusé sur Westrack. Alors, vous n'avez pas d'excuses pour les rater. Et pour les auditeurs, on se dit donc belle soirée à tous et au mois prochain. Et pour le public, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Bavardage, un programme proposé en partenariat avec le Tetris et le SEM. Retrouvez le mois prochain l'édition suivante. Plus d'informations sur le site letetris.fr.